Bonjour, merci d'être présent à notre conférence sur le quartier des Rives du Bury à Oswald. Je m'appelle Katharina Brockstedt et je suis la coordinatrice du centre de ressources Envirobat Grand Est et Najui.pro. Il y a un mois, Catherine Linder et Jean-Baptiste Campin ont fait une conférence sur le confort d'été et la végétation. Et les deux ont souligné l'importance de la végétation pour notre survie, en fait, dans les villes, entre autres pour, bien évidemment, le confort d'été, mais aussi pour la biodiversité. Catherine Linder avait parlé de ce projet qu'on va présenter aujourd'hui et on s'est dit ça mérite beaucoup plus de temps et du coup on est là. Aujourd'hui on voulait faire une visite, ça n'a pas marché pour les raisons sanitaires, mais on est ravis de transformer ça en conférence parce que vous êtes très nombreux à vous avoir inscrits. Alors, Oswald se trouve dans l'Eurométropole de Strasbourg, qui, elle est très connue et moteur dans les thématiques dont on va parler aujourd'hui. Ce quartier fait partie des éco-cités. Et je ne sais pas pour ceux qui ont vu l'événement qui avait lieu à l'INSA il y a un an. Il y a 10 ans d'éco-cité maintenant sur l'Eurométropole avec des projets très intéressants dans celui-là. Et entièrement, pour ceux qui sont au courant, il y a le pacte de l'Eurométropole et il y a un groupe de travail sur bioclimatiser la ville et ça parle aussi de ce genre de projet. Pour parler enfin sur ce quartier, je laisse la parole à Catherine Linder de Linder Paysage. Merci Catherine. Très bien, merci Katharina. Bonsoir à tous, j'ai l'impression que ça a l'air de marcher. Donc on nous a le sujet du soir pour renouveler en fait cette tentative de visite. Alors pour l'instant, allons-y à la découverte en fait des différents visuels. Entendu. Bon, donc nous allons démarrer cette visite effectivement du quartier des Rives du Bury, mais sous un angle nature entre guillemets, avec une thématique aujourd'hui qui préoccupe et qui intéresse en fait bon nombre d'acteurs dans le domaine de l'aménagement du territoire et de la ville. C'est la présence de la nature, et si possible la nature dans un registre plutôt sauvage, plutôt naturel, plutôt qu'une nature maîtrisée, domestiquée, voire artificielle, et qui entraîne évidemment des coûts d'entretien et tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, cette reconnexion à la nature, elle a été expérimentée dans ce quartier des Rives du Bury à Oswald, que je vais vous présenter. Voilà, effectivement, ce qui fait la singularité de cette approche de ce quartier, c'est vraiment, c'est le titre qui se situe en bas de la page, c'est effectivement penser la ville par le paysage. Donc en fait, c'est une sorte d'inversion de regard, plutôt que de penser la ville sous la forme d'une progression et d'un étalement progressif en fait des zones urbanisées. Alors évidemment, autour d'un projet ambitieux gravitent tout un tas de personnes et d'acteurs engagés, motivés et porteurs en fait des valeurs que défend ce quartier. Alors merci à Envirobat effectivement de nous donner l'occasion ce soir d'en parler. Le quartier des Rives du Bury est une ZAC, une zone d'aménagement concerté, donc une ZAC qui est toujours portée par une collectivité, et là en l'occurrence par l'Eurométropole de Strasbourg, qui porte ce quartier effectivement notamment dans le projet et la démarche Écocité, Katharina en a parlé. Donc en fait, une collectivité dans le cadre d'une ZAC peut passer la main donc à un aménageur, ce qui a été le cas. Donc en 2010, la SAS des Rives du Bury, composée en fait de deux partenaires que sont le Crédit Mutuel Aménagement Foncier et Nexity Foncier Conseil, en fait, ont été lauréats d'un appel à aménageurs. Ils ont signé un contrat de concession.
et ont donc consulté une maîtrise d'œuvre. Et en fait, cette maîtrise d'œuvre, dont l'Interpaysage est le mandataire, composée également de Théo Architecte, Loli Ingénierie et Auréade Brèche, ont été lauréats de cette consultation. Pour autant, en fait, ce quartier, nous y avions déjà planché avant 2010, en 2002, dans le cadre en fait d'un marché de définition. Et donc, je vais vous expliquer en fait ce qui a fait ce qui a constitué en fait les bases de ce quartier et développé effectivement dans le cadre de ce marché de définition. Alors, pour ceux qui sont connectés et qui ne connaissent pas Strasbourg, je me permets juste de relocaliser en fait le site du projet et du quartier. Donc, vous avez sous vos yeux donc, le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. Vous devinez le Rhin, bien sûr. Le picto de la cathédrale de Strasbourg est au centre de l'ellipse insulaire. Et donc, vous avez au sud-ouest de l'Eurométropole cette commune qui se nomme Oswald, qui comporte environ un peu plus de 12 000 habitants. Évidemment irrigué par le tram, irrigué par un réseau de pistes cyclables assez dense. Donc la connexion au centre-ville se fait très rapidement. On est grosso modo à 20 minutes à vélo du centre-ville de Strasbourg. Le quartier en lui-même donc se situe, donc c'est cette emprise-ci, se situe donc par rapport à la ville d'Oswald, donc à l'ouest, dans le secteur ouest d'Oswald, à proximité d'un axe structurant nord-sud qui est donc l'axe de développement de la commune, qui est plutôt effectivement linéaire sur une distance de 2,5 km. Et le développement s'est fait par ailleurs, c'est un développement récent, puisqu'en fait, il a été initié par l'arrivée du tramway, donc, qui suit cette courbe-là et qui arrive du nord de Strasbourg, et qui met en connexion également donc, la mairie qui est située à cet endroit-là et toute une série d'équipements, bien sûr tout ce qui fabrique en fait le tissu oswaldois. Alors, quand on a commencé en fait à se pencher sur cette réflexion passionnante, puisqu'en fait c'est un sujet qui effectivement nous passionne depuis 2002 et c'est pas fini. Donc en fait nous étions en présence d'un terrain périurbain, hein, donc caractéristique, composé d'un puzzle de tissus divers et variés qui voilà, sont singuliers de l'époque de leur construction et de leur conception. Donc un tissu de pavillonnaire type lotissement, comme on les appelle. Un grand ensemble représentant environ 1000 logements, qui est le quartier du Virel. Une espèce de proue avancée, qui est ce point blanc, qui est le quartier, qui est le centre culturel du Point d'Eau, qui est une salle qui marche très bien d'ailleurs dans le secteur de Strasbourg, avec une assez belle programmation. Voilà, d'autres tissus pavillonnaires plus au sud. Et voilà, on est sur une ville, justement, ce que j'évoquais avant, qui croît par strates successives au fur et à mesure des opportunités foncières, au fur et à mesure de ses besoins d'évolution, de sa structure urbaine. Et donc, on s'est retrouvé face à ce cas de figure où, donc, hormis ce résultat ou ce négatif dont on héritait par rapport au tissu urbain, le terrain en lui-même, le site, était caractérisé par une étendue de champs céréaliers, de culture intensive, pardon, d'un étang qui était une ancienne ballastière qui avait été, voilà, dont l'exploitation avait été achevée. D'une succession de petits isolats de forestiers, donc des boisements qui se situaient plutôt au sud, d'un fossé au nord qui est l'Oswalder Graben, et puis d'une voie ferrée qui est d'ailleurs la voie de passage des trains, notamment du TGV Strasbourg-Bâle. Voilà.
Donc ce territoire représente 55 hectares. La programmation, bon, à l'époque, était un peu moins ambitieuse, mais voilà, les conditions économiques de la production d'un quartier et du logement n'étaient pas les mêmes en 2002 qu'en 2000, déjà rien qu'en 2010 et encore pire. Donc il a fallu augmenter la jauge. Et donc, on est aujourd'hui sur une programmation d'environ 1500 logements, une diversité programmatique avec la nécessité d'un groupe scolaire, d'une crèche, de commerce aussi. Voilà. Alors, notre façon d'appréhender les choses a été la suivante. Disons, la première attitude, ça a été de dire comment concentrer pour libérer. C'est-à-dire, comment imaginer, quand on a quand même une générosité d'espace libre, comment urbaniser ce site sans l'envahir, voilà, pour faire court. Et donc, effectivement, on est arrivé à cette équation assez, on va dire peut-être un rapport inversé de ce qu'on observe habituellement. C'est-à-dire qu'en fait, on a sur les 55 hectares d'espace alloué, bon, je vous accorde, il y a l'étang, l'étang évidemment, ça en rajoute, mais néanmoins, donc on est arrivé à urbaniser une quinzaine d'hectares, ce qui représente en fait un rapport qui est extrêmement faible. Et donc, sur ces 15 hectares, ayant 1500 logements, voilà, ça fait à peu près, sur les surfaces urbanisées, une densité de 100 logements hectares pour vous donner voilà, des échelles de comparaison par rapport à d'autres quartiers que vous connaissez ou que vous-même avez imaginé. Parce que j'ai vu qu'il y avait quelques concepteurs aussi qui étaient inscrits à la visio. Voilà, donc, premier principe. Le deuxième, c'est celui-ci. C'est en fait se dire, on a la possibilité, en fait, d'introduire un rapport un peu différent, justement, au lieu d'avoir une zone urbanisée et puis un vide, se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'entremêler les deux et d'entremêler, en fait, la ville et la nature? Et que cette nature, en fait, soit une nature digne de ce nom, pas un parc public ou que sais-je, mais une nature sauvage issue des milieux naturels, et que cette nature sauvage, en fait, constitue les classiques espaces publics de la ville, voilà, telle qu'on l'imagine habituellement. Donc, une espèce de coup de crayon, voilà, qui était celui-ci, où on a une avancée du construit par rapport à une zone naturelle, et on a en contrepartie une avancée dans l'autre sens, voilà, de ce qui est dédié donc aux espaces naturels vers la ville. Et à un moment donné, une espèce de front, c'est la signification de cette ligne, une envie ou une intuition d'aménager un belvédère qu'on appelait un quai, un espèce de promontoire qui permette en fait de profiter du grand paysage, de cette étendue qui s'offre et qui s'ouvre sous nos yeux, et qui concentre en fait les zones construites. Voilà. Donc, la Villa Quai, voilà, ça a été le titre du projet, avec effectivement voilà, cette volonté d'avoir une lisière dense bâtie au contact du grand paysage. Oui, c'est glissé ici la date de fin de concession d'aménagement. Donc l'aménageur a signé donc une concession qui devrait s'achever dans très peu de temps, donc en 2025. Nous verrons si nous allons y arriver. Alors, je vais vous présenter, au-delà des concepts, pour orienter donc vers le focus en fait du sujet de ce soir. Je vais décliner en fait la présentation en 3 parties. La première, c'est l'inondabilité. Pour vous montrer comment l'inondabilité a également façonné le dessin de ce quartier, a façonné la forme urbaine, et a
à dessiner en fait ce préalable à l'urbanisation. En fait, on est sur la fabrication de deux préalables à l'urbanisation, donc l'inondabilité qui a modelé la géographie, et par ailleurs la volonté en fait de déployer des entités naturelles de façon assez conséquente pour ensuite permettre au bâti en fait de venir on va dire se loger ou se nicher un peu dans tout ça. L'inondabilité en fait est décomposée ici. Donc vous avez deux images à gauche, c'est le terrain naturel à l'origine, hein, tel que vous l'avez vu avec la platitude des champs céréaliers. Avec une modélisation donc en crue décennale, donc en haut de l'image, en crue centenale en bas. On voit sur le terrain qu'il y a, et sur ce schéma, qu'il y a une espèce de ligne de crête qui se situe grosso modo ici, qui correspond d'ailleurs à des jardins familiaux existants. Cette ligne de crête est franchie en crue centenale, et on a par ailleurs de la remontée de nappe phréatique en fait, qui se développe dans ce secteur-là. La volonté et ce qui a en fait fédéré en fait ce qui a fédéré l'aboutissement qui sont les schémas de droite, c'est de se dire comment l'inondation peut façonner le projet, et en plus essayons finalement de donner encore plus de champ d'expansion à la crue tout en urbanisant. C'est-à-dire qu'en fait, on investit cette zone inondable, mais en même temps, on permet à l'eau d'avoir plus de champs d'expansion, plus de place qu'elle n'en a en fait dans sa situation initiale. Et vous devinez en fait donc le dessin du projet. Hein, vous avez vu avant le plan global. Je ne voulais pas détailler. Vous le verrez au fur et à mesure du déroulé de la présentation. Donc vous voyez apparaître sur ce schéma le dessin de l'île. Hein. Vous retrouvez en fait voilà ce quai au sud, en fait, cette bande blanche donc non envahie par l'eau, urbanisée de façon assez dense. Cette nature, mais là c'est de l'eau en fait, qui s'avance jusqu'à ce quai, et l'île qui apparaît un peu comme en négatif. Cette île en fait fait l'objet d'une construction un peu particulière, on développera tout à l'heure. Les bâtiments sont sur pilotis, ce qui nous permet en fait d'avoir de l'eau qui passe sous les bâtiments, et qui, voilà, en crue centenale, fait qu'en fait, en bout, puisque la crue arrive par le nord en fait, hein, donc en bout d'île, on n'a quasiment plus que les voies d'accès qui sont hors d'eau, et après ce sont les zones, les plaques en fait qui sont un peu moins envahies par l'eau. Voilà, mais on voit là aussi le projet qui apparaît en négatif. Donc voici une image de ce modelé de terrain. Donc le terrain a été, certaine façon, cette assiette a été sculptée hein, comme un modelage, hein, comme si on prenait une plaque de pâte à modeler, et on commence en fait à creuser. Donc à creuser de quoi permettre en fait à l'eau de cheminer. Donc on a tout un travail sur le parcours de l'eau. Alors il y a le parcours de l'eau dans le cas d'une crue, mais il y a aussi le parcours de l'eau au quotidien suite aux précipitations. Donc toutes les eaux du quartier, des 1500 logements, est gérée de manière en fait à ce que les eaux donc arrivent par cette espèce de ce qui devient presque un chenal en fait, pour s'évacuer donc vers le nord au niveau du fossé de l'Oswalder Graben. Donc là j'ai une vue en fait, je suis au nord et je regarde vers le sud. Donc on voit cette nouvelle géographie apparaître. On voit également ici sur le côté ce qui est aujourd'hui une voie verte, hein, une promenade donc, qui enchaîne les différents milieux naturels, l'eau et la forêt dont on parlera tout à l'heure. Voilà, et vient se surajouter donc à ce modelage de terrain le modelé de mares, puisqu'en fait on a sur ce site, enfin, on a eu et on a toujours, et on en a de plus en plus parce qu'ils sont très heureux à cet endroit-là, des colonies de crapauds verts. Donc, ils sont une espèce menacée et protégée, et qui sont ravis de se trouver dans un site qui leur fait la part belle.
Donc cette nouvelle géographie imprime, c'est non pas uniquement pour des satisfactions de vue de drone et une réponse en fait à la gestion de l'eau, c'est aussi le dessin d'un paysage. On voit que cette dépression qui ceinture l'île, par exemple à cet endroit-là, et c'est le cas partout en fait, donc est révélée par la végétation qui fait que voilà, on a un milieu propice au développement de ce type de végétation et des langues de phragmites, de charicées en fait se déploient et de tout un cortège en fait de végétation humide liée à ce type de milieu et le projet apparaît aussi là aussi se révèle par la végétation. J'en parle de suite ici. On est sur une végétation intégralement spontanée dans ce secteur. Évidemment, pas l'arbre avec son tuteurage, cela va de soi, mais toute cette végétation est venue uniquement de par le fait d'avoir en fait une dépression. Mais pas que, et j'en parlerai tout à l'heure. Donc vous devinez au passage, on profite, ce talus correspond au quai. Donc avec la partie dense qui va se construire ici, qui a déjà été amorcée à travers une première opération d'environ 300 logements qu'on appelle l'îlot E. Et ce qui nous a toujours intéressé et ce qui fait un peu la singularité et la qualité en fait à la fois de perception de ce quartier et surtout de vie pour les habitants, parce que c'est ça la base fondamentale d'un quartier, c'est de toujours avoir cette proximité logement nature, habitat nature, lieu de vie nature. Et on a toujours un contrepoint, mais qui est effectivement toujours un contrepoint assez fort, parce que là aussi on est sur un morceau de forêt et Lorraine, donc qui a toujours été là, qui s'est renouvelée par elle-même. Donc de cette approche, à la fois du sol et de la géographie, de par la contrainte de l'inondabilité, émerge également une architecture particulière qui parle de ce lieu, qui est vraiment issu de sa thématique et de sa façon de l'appréhender. Donc vous avez ici un exemple d'organisation du bâti donc en pilotis, hein, c'est ce que je vous disais précédemment. Donc sur cette île, donc vous la verrez tout à l'heure de façon plus précise. Donc on est sur un projet qui, en termes d'architecture globale de cette île, sur la base du cahier des charges que nous avions établi, a été gagné par l'agence JAP à Paris, donc Jourda Architecte à Paris, donc créée par Françoise-Hélène Jourda, que tout le monde connaît bien dans le domaine de l'architecture écologique. C'est une des grandes prêtresses il y a 25 ans déjà. Elle faisait des projets qui étaient complètement dans cette fibre du développement durable. Et donc, on voit ces constructions sur pilotis et aussi ce que ça dessine en termes de lignes dans le paysage, de rapports entre bâti et environnement. Donc, on voit ici donc, le grand deck en fait, qui s'avance avec cette unité de garde-corps qui avait été définie. Et puis ce décalage d'environ d'1,50 m, où vous avez ici donc du vide fermé par un grillage pour éviter qu'il y ait des choses qui s'accumulent et que certains se perdent là en dessous. Et voilà, ce qui dessine en fait, c'est cette architecture un peu particulière qu'on ne voit pas forcément partout, mais qui reflète en fait l'endroit où elle est située. Donc on est vraiment sur un projet extrêmement situé. Ça apparaît évidemment encore de façon plus prégnante évidemment quand l'eau est présente. Donc là on a une photo, donc j'aime bien parce c'était une photo en début de plantation, en début de projet et en fin d'hiver.
Donc, bientôt, peut-être qu'on pourra avoir ce type de paysage à nouveau. Et on voit bien, bon, il y a deux choses qui ont été mises en place. C'est à la fois entre les plaques, on a un pli du terrain qui se lie bien et qui permet de gérer les eaux, à la fois les eaux de toiture du bâtiment, les eaux de voirie, d'espaces publics, les eaux des espaces communs. Voilà. Donc, vous avez ce plissement de terrain et vous avez bien évidemment, et c'est la partie donc, qui est en haut à l'avant-plan, c'est la dépression. Hein. Donc, alors souvent on parle de nous, moi les nous, on en parle un peu beaucoup et puis c'est un peu tout et n'importe quoi. Je préfère parler de dépression, surtout que là, on n'est plus du tout à l'échelle d'une nous. Juste pour vous donner une échelle, ici on est grosso modo sur une largeur d'environ 20 à 25 mètres. Bon, c'est normal, hein, il faut que ça récupère toutes les eaux des 1500 logements. Et en plus, ça se veut très, très doux, très fondu, en fondu enchaîné dans le site. Ça ne veut pas être... On ne voulait pas matérialiser la chose comme un espèce de grand fossé, évidemment encore moins technique. Voilà, et on voit bien ici donc les plaques qui s'avancent depuis comme des espèces de grandes jetées, des grands pontons, depuis en fait la voie qui est en talus, qui est située à l'arrière, qui s'appelle l'allée Santiano et qui dessert le quartier. Alors au final, c'est vrai qu'on est une architecture un peu particulière, qui se dessine. On a aussi un traitement des espaces publics qui forcément découle de cette attitude générale. Et l'île, par exemple, on accède à cette île par une allée à la fois piétonne et circulée donc, par la voiture, entre parenthèses, voiture qui ne peut qu'aller dans un silo à voiture. Je vous l'expliciterai tout à l'heure. C'est pas après l'île est piétonne et sans voiture en l'occurrence, est dédiée uniquement au vélo et piéton et fonctionne comme une zone piétonne avec un système de bornes donc, qui se ferme après les livraisons du matin et ainsi de suite. Et on voit en fait que cette voie est décollée du sol, est un peu en lévitation au-dessus de la prairie humide, avec aussi un vocabulaire de matériaux qui reste aussi, on va dire, dans le jus de l'esprit de ce quartier. Donc, par exemple, la partie circulée qui est ici, désolée hein, pour les bacs à containers qui n'étaient pas rangés pour le jour de la photo, mais voilà, on voit que cette voirie, en fait, et ce que je voulais vous montrer, est tenue. Hein, on a un déblai, hein, on a un remblai, pardon, et par un système en fait de fascines. On n'est pas sur des murs en L en béton, même si après on les habille pour faire joli, de je ne sais trop quoi. Voilà, il y a tout qui concourt un peu dans cette logique, voilà, où chaque chose qu'on réalise, on se demande toujours qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour être plutôt dans un esprit effectivement, dans l'aménagement, on peut parler de génie écologique. Voilà, on a toujours essayé de se positionner dans cette tendance, dans cette mouvance et dans cette logique finalement d'aménagement. Vous voyez sur la coupe aussi donc la partie piétonne, hein, donc les piétons accèdent à l'île par ce ponton en bois de 3 mètres qui est ici, détaché de la voie circulée et en belvédère et en surplomb sur la prairie humide. Hein. Donc, on a grosso modo ici un dénivelé de pas loin selon les endroits, entre 1,60 à 2 mètres. Voilà, donc ça, c'était la première partie où je vous explicitais effectivement le travail du sol, du modelé et de cette géographie qui a façonné cet anneau et cette île. Ensuite, on va parler du deuxième point que j'ai énoncé avant, c'est la présence de la nature, enfin la nature qui préexistait, certes, mais surtout la nature qui a généré le projet, l'apport en fait de nouveaux milieux naturels.
Donc, à l'origine, nous étions en présence. Donc, vous retrouvez le quartier ici des Tourins en violet. Donc, il y a un petit dézoom pour montrer un peu les fonctions écologiques à l'échelle territoriale, pour un peu bien comprendre comment tout cela fonctionne. Donc, on hérite donc de deux boisements, hein, Kreuzlegert et Zillegert pour les gens du coin. On a l'étang, bien sûr, du Bory. Cette connexion qui se fait, donc là je parle connexion non pas par rapport à l'inondation, mais connexion par rapport au corridor écologique, qui se fait donc par le fossé de l'Oswaldagrammen qui est ici, qui lui-même en fait émane de la rivière de Lille, hein, qui fabrique à cet endroit-là d'assez beaux méandres d'ailleurs, avec aussi des milieux boisés, une très grande balastière qui s'est également arrêtée. Voilà, un autre étang de l'autre côté. Donc voilà, donc on a cette logique qui préexiste. Donc, l'idée a été de dire, mais comment amener de la nature dans ce site de manière en fait à avoir une nature voilà, qui ressemble à ça, hein, qui soit plutôt du registre du boisement, de la prairie naturelle bien sûr aussi, hein, de ne pas avoir que des espaces fermés, avoir des espaces ouverts. C'est ça aussi qui fait la qualité la richesse écologique, hein, c'est toujours d'avoir en fait des variations de milieux et des connexions donc entre ces milieux. Et de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, et alors là je dis on, mais il faut que j'ouvre le cercle des personnes en fait qui nous ont aidés à avancer dans ce domaine-là, c'est le Conservatoire des sites alsaciens, dont le logo n'apparaissait pas, j'aurais peut-être pu le mettre sur la première page, donc ils sont de véritables acteurs en fait, des sachants du vivant et de la protection des milieux naturels et de l'analyse également de leurs constituants dans la région. Donc, le Conservatoire des sites alsaciens a été donc un partenaire très très fort sur ce sujet-là. Voilà, et de manière en fait effectivement à créer voilà, cet environnement naturel qui refabrique de la connectivité entre ces isolats que je vous ai montrés précédemment. Donc, l'objectif a été de se dire, pour y arriver, décapons le sol. Parce que en fait, on a une vraie problématique, c'est qu'à l'origine, donc on a un champ, on a des champs qui sont des champs agricoles. Je vais vous montrer des photos tout à l'heure de chantier. Là, je vous explique les grands principes et on verra tout à l'heure. Sur des champs, si on enlève le maïs, on ne peut pas se dire, voilà, demain, il va pousser quelque chose de sauvage, parce qu'en fait, les sols sont morts, hein, en deux mots. On en reparlera tout à l'heure. Donc, le principe a été, donc, dans cette zone de renaturation qui représente environ 3 hectares 5, de là aussi avoir un travail sur la topographie. Donc, en fait, les photos que vous avez vues avant de façonnage de la géographie liée à l'inondabilité ont été réalisées, enfin, les travaux ont été réalisés a posteriori de cette renaturation. Pour la simple et bonne raison que cette renaturation a fait l'objet, enfin, a été le résultat d'une mesure compensatoire du tramway. Donc le tramway, en passant donc au sud du quartier, je vous ai montré ces deux isolats de forêt que sont le Kreuzlegert et le Ziegelegert, ont été comment dire, déconnectés, hein, en fait. Donc il y a eu une emprise, un couloir de 40 à 50 mètres qui est venu défricher la forêt, voilà, pour faire court. Et donc, voilà, les nécessités de mesures compensatoires, en fait, ont défini un lieu de compensation à cet endroit-là. Donc, la volonté donc, a été de créer ces conditions
Donc, en enlevant donc ce sol argileux, hein, pour en fait retrouver en fait le sol originel de la vallée élo-rhénane, hein, dans laquelle on est situé, composé de sable et de gravier. Ce qui nous permettait aussi d'implanter une végétation à proximité de la nappe, parce que toutes les forêts rhénanes sont très proches de la nappe, ce qui vaut, voilà, ce qui en fait effectivement des forêts très, très particulières, hein. On les appelle souvent les jungles rhénanes. Elles sont très, très denses, avec beaucoup d'arbres pionniers qui sont ligneux, à bois vert, etc. Donc voilà, une forêt assez particulière, avec des frayères, des zones humides et ainsi de suite. Donc l'enjeu a été, ou le challenge a été plutôt de se dire, bon voilà, comment créer les conditions pour que on ait voilà, un développement du végétal qui se fasse de façon naturelle, en fait, voilà, par le biais d'une dynamique sans ou avec très peu d'intervention humaine. Donc, ont été réalisés ces travaux donc en 2008, et vous verrez tout à l'heure des photos qui montrent la progression, qui sont assez qui sont explicites, hein, qui parlent d'elles-mêmes. Donc, ont été plantées des boutures. Bon, 7000 boutures, hein, sur un site comme celui-ci, c'est pas tant que ça finalement. Alors, des boutures, ce sont des branches de saule, notamment, hein. Donc il y a eu du saule et du peuplier noir, et ces branches ont été prélevées le long des rivières, dans le secteur près de Sélestat. Donc Sélestat, pour ceux qui sont pas du coin, c'est voilà, c'est à la limite du Bas-Rhin, à proximité du Rhin, donc dans ce qu'on appelle le Ried, et en l'occurrence le long de rivières de Muttersholz, ont été récupérées des branches de saule qui ont été tout simplement, sans système racinaire, sans rien, fichées dans le sol. Point final. Pas d'arrosage, on laisse faire la nature, ça prend, ça prend pas, il y a d'autres choses qui prennent le relais, voilà, on verra bien. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a eu très, très peu, hormis donc le décapage, il y a eu très peu d'interventions contrairement à des plantations habituelles, hein. On fait des fosses, on tuteur, on arrose trop, on n'arrose pas assez, il faut remplacer, enfin voilà, c'est assez compliqué. Donc, ont été plantées effectivement donc des boutures de saule, mais également des boutures de peuplier noir. Et là, il y a une vraie démarche écologique assez intéressante, puisque le peuplier noir est une espèce en voie de disparition dans les forêts rhénanes. Et ces boutures ont été récupérées donc auprès de l'INRA, parce que ce sont des boutures de peuplier noir originelles qui n'ont pas été modifiées génétiquement par le biais en fait de la production de pépinières. Donc voilà ce sol à l'époque. Hein, donc on est en 2007, donc un champ de maïs, comme vous en connaissez tous, hein. Là, pour le coup, on est sur un paysage singulier de la plaine d'Alsace. Malheureusement, ce n'est plus le paysage rhydien, mais c'est bien le paysage de champs de maïs, notamment. Et donc, effectivement, ce sol voilà, était complètement mort, hein. Enfin, on le sait, hein, c'est ce type de culture utilisant beaucoup d'engrais et de pesticides, en fait, est complètement vide de sa vie biologique. Donc, voilà, on a plus cette microbiologie qu'on a habituellement dans un sol dit naturel. Et en fait, si on avait laissé ce sol, et en plantant sur un sol tel que celui-là, on aurait dû enrichir sans arrêt avec du compost, avec voilà, retourner la terre, etc., etc. Et en fait, des études ont été faites et ont mis en évidence que des sols tels que ceux-là, pour qu'ils retrouvent en fait un début de richesse naturelle, il faut attendre une dizaine d'années. Voilà, alors bah, on a trouvé que cette logique n'était pas naturelle, on va dire, et restait artificielle, d'où effectivement
la volonté de retrouver ce sol d'origine. Sont intervenus, évidemment, ça a été la valse des engins, hein, parce que vous voyez que le décapage s'est fait quand même sur une certaine, ou une profondeur plutôt certaine, hein, à certains endroits. Alors, terres qui ont été prélevées pour être mises le long, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré avant, mais bon, on ne peut pas non plus trop détailler, il faut qu'on avance, qui ont été prélevées pour être mises le long de la voie ferrée, fabriquer un talus de protection aussi par rapport donc, aux futurs habitants. Voilà, ces terres ont aussi servi à remblayer la partie de l'anneau, en fait, du quai. Donc, une partie surélevée d'environ 2 mètres à 2,50 mètres par rapport à la prairie naturelle, située au nord du quai. Voilà, après, il y a eu quand même un surplus de terre, hein. Il faut pas se leurrer. On aurait bien aimé être dans un parfait équilibre de déblais en blé. Ça n'a pas été le cas, mais déplacé juste sur le territoire ou la commune d'à côté de Lingolsheim, où se construisait un autre quartier qui était bien content de récupérer ses terres, donc qui était à 500 mètres à vol d'oiseau de ce site. Donc on peut dire qu'on était quand même dans une logique relativement vertueuse. Et voilà, et donc là, vous voyez, donc là, par contre, il n'y a pas eu d'apport ni de sable ni de gravier, et on est vraiment sur la mise en exergue, hein. Donc on a le sol tel qu'il préexistait naturellement en fait dans cette vallée hélo-rhénane, qui est apparu donc suite à l'évacuation ou au déplacement de ces terres argileuses. Donc voilà sur ce site donc décapé, la plantation. Alors il faut zoomer. Si vous avez un écran de bonne qualité, vous y arrivez. Mais vous voyez ces petits traits extrêmement fins. Ce sont en fait ces boutures de saule qui ont été enfoncées dans le sol. Voilà. Donc voilà à quoi ressemblait la plantation après notre intervention. Donc, effectivement, avec uniquement des saules, des peupliers noirs. Et il y a eu quelques aulnes aussi, hein. En fait, c'est tout le cortège des arbres pionniers qui a été mis en place. Et voilà l'évolution qu'on a pu constater. Donc, cette dynamique naturelle a permis une évolution extrêmement rapide. Et c'est là où il faut faire allégeance à la nature et ne pas vouloir faire aussi bien ou mieux qu'elle. De toute façon, à côté de sa capacité en fait à régénérer un sol et sa capacité naturelle de développement, on n'arrivera jamais à sa cheville. Donc, on a, par exemple, ici, vous avez une situation notamment de mare, hein, où on a terminé les travaux, effectivement, c'était le printemps 2008, donc on est mi-mai 2008. Donc, un mois après, on a les premières herbacées, donc on n'est que sur de la végétation spontanée, hein, qui arrive. Pardon, il y a quand même les boutures de saule, hein. Mais en fait, il y a plein de boutures de saule qui ont dépéri, hein, bien sûr, qui ne sont pas venues. D'autres se sont enracinées. Et heureusement qu'elles ne sont pas toutes venues, parce que sinon on aurait eu une forêt ultra dense de saule. Voilà, donc les premières herbacées arrivent. À l'été, en juillet, ça commence à verdir, très bien. Voilà, et un an après, on est déjà sur un manteau donc d'une première strate relativement dense qui se met en place et qui, alors là aussi il faut zoomer, il y a les premiers ligneux commencent à apparaître, hein. Donc les ligneux, c'est ceux qui vont partir sous la forme d'arbres et qui s'intercalent de ci, de là, donc au milieu de la strate herbacée. Bien sûr aussi, ils sont arrivés les crapauds, ravis de pouvoir élire domicile dans les jolies mares qui avaient été aménagées et qui le sont d'ailleurs toujours, hein, sont toujours présentes. Et voilà ce à quoi on arrive 10 ans après. Je vous montrerai des photos encore de visu, bien sûr. Donc, l'état initial.
Et la formation de cette forêt, donc le long de cette courbe en fait, hein, qui est cette voie verte légèrement exhaussée du sol, avec cette prairie naturelle donc qui est plutôt basse. Vous retrouvez ici donc la dépression qui récupère les eaux de l'île, et donc tout ce couvert forestier qui en fait s'est déployé. Donc en l'espace de 10 ans, on a déjà une belle impression de forêt, une forêt dense, parce que les habitants du secteur l'appellent la forêt vierge, hein. C'est vrai qu'elle est impénétrable. Alors, on a 3,5 hectares de forêt avec des choses un peu bizarres, donc, comme ce qui est situé ici. Ceci, c'est lié en fait à des problématiques de négociation de foncier, donc ça va se remplir bientôt. Voilà, mais on a un privé qui n'a pas voulu lâcher facilement son bout de terrain, pour faire court. Donc voilà ce que donne cette forêt au jour d'aujourd'hui. Enfin, c'était même l'année dernière. Chaque année compte, donc voilà, soyons précis. Donc voilà cette forêt qui est déjà bien présente, hein, dans le paysage, bien haute, hein. On a vraiment des peupliers noirs d'ailleurs qui sont arrivés, qui sont bien développés. Bon, beaucoup de saules bien sûr, des aulnes, un peu de frênes, beaucoup d'acacias aussi. Là malheureusement en fait on a hérité de la présence d'acacias qui étaient venus spontanément autour de l'étang qui avait été abandonné à l'issue donc de la fin de l'exploitation. Et ces acacias, évidemment, ont envoyé des graines partout et qui sont venus aussi s'installer. Alors au début, d'ailleurs, c'était une des problématiques, ces acacias. On a essayé de faire la guerre aux acacias dans le cadre de la gestion de ce boisement. Mais au final, sur les bons conseils d'ailleurs de Théo Trottmann, dont je parlerai tout à l'heure, je le citerai, donc qui est un ancien président d'Alsace Nature, voilà, vraiment un homme issu du monde des botanistes, voilà, qui connaît le milieu naturel parfaitement bien et son fonctionnement en l'occurrence. Il fallait finalement laisser ces acacias qui, voilà, c'est un cycle de la nature. Et à son avis, tôt ou tard, ces acacias s'épuiseraient et passeraient le relais donc à d'autres espèces. C'est effectivement ce qui est en train de se passer. Donc voilà, là aussi, inutile d'intervenir. On avait essayé, on s'est dit, il y a trop d'acacias, il va falloir les arracher parce que les autres espèces vont pas pouvoir se développer. Et en fait, finalement, c'était pas nécessaire. Donc on s'est arrêté. Voilà, vous avez, donc on est sur la voie verte, hein, qui ceinture l'arc nord-ouest du quartier, qui met en connexion les différents espaces et qui permet, là, quand on se trouve à vélo, en 20 minutes de coup de pédale, on se retrouve donc à Strasbourg. Alors, cette forêt dense, en fait, elle a été protégée évidemment de l'intrusion humaine, notamment, bon, on a forcément beaucoup de gens qui promènent leurs chiens, etc. On a quand même un quartier qui est très, très habité, déjà aux limites, en fait, du quartier des Rives du Bory. Donc, on a mis en place un fossé qui ne se voit pas ici, qui est assez, dont les pentes sont très raides. Accompagné, enfin doublé au début d'une petite clôture bois très, très sommaire. Et en fait, bon voilà, cette clôture bois a disparu, la forêt s'est développée et ce petit fossé en fait a suffi amplement à éviter des intrusions qui auraient pu démolir et dénaturer, c'est le cas de le dire, ce milieu. Voilà, donc on parle effectivement
de cette mise en connexion des espaces naturels par la création donc, de cette forêt urbaine, mais aussi à travers mais aussi de connexion de trame bleue. Hein. Donc cette forêt urbaine s'inscrit dans la trame verte, mais voilà, on a des zones humides, on a la présence de l'étang du Bory, donc on est aussi dans une logique de connectivité trame bleue. Donc voilà, tout est mis en relation. Ce qu'on voit d'ailleurs sur ce schéma, hein, l'idée c'était ça en fait, c'était de mettre en lien les forêts existantes à travers donc cette prairie naturelle, à travers donc cette renaturation, hein, donc la renaturation, cette forêt urbaine installée dans le cadre du projet, c'est cet arc vert. Excusez-moi, là l'image a été tronquée ici. Voilà, et il y a de vrais échanges qui se font en fait. C'est cette diversité de milieux qui fait qu'entre la dépression qui ceinture l'île, voilà, les plis dont je vous parlais entre les plaques, les espaces ouverts de prairies, les mares qui voilà, sont pas en bleu sur ce plan, donc quelques arbres isolés qui sont des arbres relais pour la vie faune par exemple, et le milieu dense, on a une vraie synergie qui se crée et un véritable espace et lieu de vie pour la faune et la flore. Alors, quand on est Catherine, aussi ambitieux sur les... Oui. On a une question. Depuis vos travaux, avez-vous analysé la qualité du sol depuis, constatant un développement, un renouveau microbiologique? Alors, on ne l'a pas fait, mais on se doute en fait que la microbiologie du sol est très riche. Parce qu'en fait, et je vais le montrer tout à l'heure, je crois que c'est la slide d'après ou les deux d'après, c'est qu'en fait, on a eu un développement, une diversité biologique faune-flore extrêmement riche, qui a surpris d'ailleurs les spécialistes du domaine, tels que les scientifiques du Conservatoire des sites alsaciens, assez surprenante. Et qui diversité voilà, hors sol, voilà, suscite aussi, et de façon assez évidente, une diversité aussi dans le sous-sol. Mais ça serait intéressant, effectivement, peut-être de faire un carottage à l'occasion et d'analyser ça. C'est vrai que ça pourrait être une bonne idée. Et merci. Voilà, effectivement. Alors, il ne faut pas, quand on pense espace naturel, il ne faut pas se dire, voilà, c'est bon, on a fait notre job et puis on va laisser faire et puis on se sauve. Il faut évidemment penser gestion de tout ça parce que voilà, ces espaces doivent être malgré tout entretenus. Si par exemple cette prairie-là n'est pas fauchée une fois l'an, elle va se refermer parce que sous l'emprise et la pression, d'une certaine façon pression entre guillemets, hein, mais pression sympathique de la forêt, forcément on va avoir une diffusion du milieu forestier dans cette prairie, hein, parce que voilà, il y a une proximité qui rend la chose assez évidente. Donc, en fait, il a fallu établir un plan de gestion. Donc, ce plan de gestion, je vous le cite juste en 2 secondes, mais pour bien comprendre qu'il faut penser les deux en même temps. Donc, toute cette forêt, donc cette renaturation, cette forêt urbaine, en fait, est gérée depuis d'ailleurs le début de sa création et encore pendant de nombreuses années par le Conservatoire des sites alsaciens, avec qui l'Eurométropole a signé une convention. Donc en fait, ce terrain appartient donc à l'Eurométropole, et donc c'est le Conservatoire des sites qui en assure cette gestion. Donc il faut quand même surveiller quelle est son évolution. Il peut y avoir, voilà, il peut y avoir du vandalisme, il peut y avoir peut-être l'invasion justement d'une plante invasive qui vient perturber en fait le milieu. Donc il y a cette gestion-là, mais il y a aussi surtout le suivi scientifique. Et c'est ça qui est intéressant et qu'on verra tout à l'heure. Donc le CSA a par ailleurs aussi la gestion de cette prairie, qui est une espèce d'écran de protection par rapport à cette renaturation, mais qui a aussi plein de qualités
écosystémique à travers la présence des mares, des arbres isolés, des dépressions, etc. Et ensuite, cette partie-là, donc en vert plus foncé et en jaune, excusez-moi, hein, le schéma est pas beau du tout, mais c'est voilà, c'est du foncier, donc c'est du trait carré. Et voilà, donc ce vert foncé et le jaune, donc qui est situé ici. Bon, ça, ce sont les jardins familiaux, mais ici on a la suite de la prairie et on a aussi toute la partie de prairie en fait qui environne les plaques avec voilà, les micro-dépressions, la grande dépression. Donc ces parties-là sont entretenues par la ville d'Oswald. Voilà, je crois qu'ils sont en train, ça fait voilà, quelques temps qu'on les avait un peu orientés vers l'éco-pâturage. Je crois que l'idée est en train de faire son chemin et c'est pas impossible qu'on aille, voilà, qu'on aboutisse à cela, vu l'étendue en fait des surfaces à gérer. Donc voilà, donc justement ce suivi écologique qu'a effectué le CSA, donc a déjà effectivement un certain nombre de critères à suivre, hein, donc c'est écrit dans la convention. Donc l'objectif c'est effectivement d'analyser l'évolution des habitats, que ce soit voilà, que ce soit les habitats que ce soit la faune ou la flore. Et justement, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce point-là, c'est de démontrer l'intérêt en fait de laisser la nature se développer librement, hein, donc de laisser la libre évolution des milieux naturels, favorisant d'autant plus la biodiversité que si on s'en mêlait. Voilà, pour faire court, donc laissons la nature en paix et elle se débrouille infiniment mieux sans nous qu'avec notre intervention. Donc effectivement, ce qui se passe, c'est que le CSA effectue donc des relevés souvent au printemps et à l'automne, hein, 2 à 3 fois par an. Donc effectivement, avec des stations de relevés qui sont les mêmes, hein, pour voir effectivement quelle est l'évolution en un point P. Voilà, avec des relevés effectivement phytosociologiques et voilà, un rapport scientifique qui est très précis. Donc, on a également, comme le crapaud vert est une espèce protégée, c'est Bufo, qui est une association donc, de protection et de défense de cette espèce, qui se charge en fait de l'analyse, donc qui fait des comptes, hein, de nombre de crapauds qui se situent à tel et tel endroit, donc dans ce territoire. Et également, on a donc des relevés d'entomophones qui sont effectués. Voilà. Alors, juste pour la petite histoire, c'est que le crapaud vert sur ce terrain nous oblige en fait à, dès qu'on fait des travaux, dès qu'il y a un bâtiment qui se construit, il faut faire des barrières de protection des crapauds pour éviter que les crapauds ne se retrouvent dans le chantier. Parce qu'ils aiment bien les ornières des chantiers, des chenilles, des engins. Donc voilà, pour les protéger, il faut mettre ces clôtures. Et si d'aventure il devait y avoir des crapauds tout de même qui se trouvent dans une emprise de chantier, parce qu'il y a des contrôles qui sont effectués, il faut prendre un seau, prendre les crapauds et aller les remettre dans les mares naturelles en dehors des zones de chantier. Voilà pour la petite histoire. Donc voilà, au sujet des mares et des crapauds, en voici un. Et donc là, vous avez une des mares qui est située au nord de l'île. Voilà. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que en l'espace d'une année, en fait, ça c'était suite à la première année, donc 2008 plus 1, donc en 2009, il y a eu tout ce relevé-là qui a été effectué. Et c'est là, en fait, où les botanistes les scientifiques ont été complètement surpris de cette diversité. En plus, dans un milieu malgré tout urbain, on serait voilà, dans des grands espaces naturels, peut-être que ça serait moins surprenant. Mais ce qui les a d'autant plus surpris, c'est qu'effectivement, on était dans un milieu quand même avec une présence de l'homme et voilà, et puis les bruits de la ville, hein, le train qui passe, etc. Et qui fait qu'on a voilà, toute cette diversité faunistique qui est apparue. Évidemment,
cette diversité ne fait que croître au fur et à mesure du développement de la forêt et de ces différentes strates. Voilà. Bon, voilà encore des précisions, effectivement, sur, bon, je vais un peu avancer, effectivement, sur cette notion donc, de libre évolution, mais voilà, vous n'avez pas eu l'occasion d'aller sur le site. Aujourd'hui, donc je suis allée aujourd'hui sur le terrain pour vous, puis je vous ai fait l'une ou l'autre photo, donc ce sont des photos hivernales, mais qui sont malgré tout très, très belles. Alors c'est sûr que c'est pas du vert printanier, mais voilà, on lit bien les différentes hauteurs de développement. Hein. Là, vous avez un très beau peuplier noir qui est bien parti. Et voilà, il y a cette végétation qui s'entremêle. Et donc, on est vraiment sur un résultat qui est, je dirais même, qui va au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Voilà, donc il y a eu effectivement une action particulière sur le peuplier noir. Je ne vais pas le développer parce que là, on est vraiment dans un registre très, très scientifique. Voilà. Et donc, effectivement, je terminerai ce sujet par ce que nous a dit un jour Theo Trottmann, donc, qui a toujours été là pour voilà, veiller un peu au bon déroulement des choses. Et nous faire aussi comprendre en fait comment fonctionne cette dynamique naturelle qui pour moi-même était complètement expérimentale. Donc effectivement, et donc il a toujours été très confiant en disant que de toute façon la nature fera très bien les choses et que le site effectivement évoluera naturellement au gré des successions végétales, donc passant des stades pionniers vers une forêt climatique. À travers différentes étapes. Voilà. Et donc, et on voit bien hein, que cet enchaînement amène à des successions végétales, à des stades complexes et matures. Donc, effectivement, à travers ces relevés scientifiques et de diversité faunistique et floristique, c'est bien démontré. Et évidemment, tout cela s'accompagnera d'un enrichissement progressif et naturel pour la biodiversité. Donc, on est vraiment sur un gros réservoir de biodiversité sur ce secteur-là, grâce à cette intervention de forêt naturelle de 3 hectares et demi. Voilà. Catherine, Oui. avant que tu passes à la troisième thématique, il y a 2 questions. Ouais. Oui. De David, une phytoépuration aurait pu, pour traiter les eaux usées de la nouvelle zone d'habitation, aurait-elle pu être envisagée sur cette zone verte? Alors, à vrai dire, on ne s'est pas posé la question. On s'est dit qu'on était déjà assez vertueux dans le sens, en fait, où on récupérait, on n'envoyait aucune eau pluviale dans le réseau, ce qui, quand même, en 2003 et ensuite entériné en 2010 à travers donc la ZAC qui a été, à travers la réalisation de la ZAC, entériné. Était quand même déjà un peu précurseur. Aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose, voilà, c'est une obligation d'ailleurs, hein, donc il n'y a plus de rejet qui puisse être effectué. Donc entre ceci, la biodiversité, la renaturation, on n'a pas effectivement envisagé de traiter les eaux grises. C'est une question qui se pose, mais qui est toujours envisageable un jour à terme. Hein. Il suffit de déconnecter les tuyaux, au lieu de les amener au réseau et aux stations d'épuration, on les envoie dans la nature et puis on a voilà, des bassins de décantation et tout ce qui s'ensuit, et puis avec effectivement une plantation très dense qui permet de régénérer tout ça. Pourquoi pas? Mais ça n'a pas été, j'avoue, je reconnais, ça n'a pas été pensé. Non. Et par contre, ça c'est une question moi je me pose, ça aurait changé quelque chose dans l'équilibre naturel? En fait, il faut traiter différemment, non? En fait, ça aurait changé quelque chose. Ah ben, disons, je pense qu'il aurait fallu, il aurait dû y avoir un espace. C'est pas en substitution, je veux dire.
ça reste de la phytoépuration, fait que voilà, c'est toujours quelque chose, il y a une régénération, il faut remplacer les végétaux, il faut les évacuer, etc. Donc, il y a une vraie manipulation par l'homme. Donc, c'est un autre secteur qui aurait été dédié à ça. Dû être dédié à ça, peut-être possible parce que la prairie est relativement grande, hein, dans la partie nord, pourquoi pas, près des jardins familiaux. Ça aurait peut-être été envisageable. Mais j'ai pas à l'esprit, voilà, pour 1500 logements, quelle est l'emprise que ça représente. Là, je ne sais pas. Est-ce que le site a été inondé depuis, notamment la zone des logements? Alors en fait, on n'a pas eu de phénomène de crue, mais on a eu des phénomènes de, alors on n'a pas eu, c'est-à-dire de crue, c'est-à-dire d'eau qui remonte par la submersion, la montée en charge du fossé qui vient ensuite inonder la prairie et le secteur de l'île, mais on a eu en fait des remontées de nappes suite en fait à des pluviométries très fortes à certaines périodes de l'année, ces derniers temps d'ailleurs, où on a eu un sol gorgé d'eau. Voilà, donc en fait des secteurs où voilà, il est plus possible de marcher, hein, tout simplement, parce que voilà. Est-ce qu'il y a une autre question de Sylvie Fega qui va dans le même sens? Comment prévenir les crues futures qui pourraient être plus importantes du fait du réchauffement climatique? Y a-t-il des normes récentes, fiables, mises à jour en fonction du changement climatique? Alors en fait, le projet avait été simulé sur la base de crues, on va dire assez, enfin un modèle de simulation de crues qui avait mis la barre assez haute. Si bien que d'ailleurs, lors du dernier plan de prévention des risques d'inondation qui a été instauré dans le territoire de l'Eurométropole, nos aménagements étaient au-delà de ce qu'on aurait dû faire si on avait déposé un dossier de loi sur l'eau. Là, tout récemment, c'était, je crois, il y a 3-4 ans à peu près. Donc voilà, donc on était déjà au-dessus. Donc après, est-ce qu'on va aller vers des crues? Je pense que dans ce secteur-là, quand l'eau arrivera au niveau des balcons qui sont sur la photo, je pense qu'il y aura plein de quartiers qui auront dû être évacués. Mais voilà, c'est vrai que je ne sais pas s'il y a des modèles qui intègrent déjà ces calculs-là, liés en fait à la montée des océans et puis l'accentuation très forte des pluviométries en fait sur des très fortes courtes durées. Peut-être voir avec Climability, ils ont travaillé là-dessus, avec Météo France. Peut-être, ouais. On attaque la troisième et dernière partie. Voilà, donc vous retrouvez la photo de l'invitation à la présentation. Donc effectivement, on voit que cette forêt ici, en arrière-plan, fabrique vraiment, en effet, le fond de scène, hein, comme dit dans le titre du quartier. Il faut savoir que si elle n'avait pas existé, on aurait eu, et on le devine encore ici, le talus de la voie ferrée, hein. Donc là, on est en fin de boisement, on arrive vers l'étang et on devine, parce qu'il se voit à cet endroit-là, le talus. Voilà, donc on a à la fois aussi cette atténuation de la nuisance des trains et aussi voilà, un fond de paysage qui est, voilà, on ne dirait pas qu'on est à 20 minutes de vélo, à vélo de Strasbourg. Voilà. Donc là, effectivement, ce que je vous disais, je crois que je l'ai dit avant, hein, je parlais de végétation autonome. C'est vrai que bon, il y a eu cette attitude sur la forêt, mais évidemment cette attitude aussi de laisser en fait faire la nature, hein, donc de libre évolution, moi qui pour moi est vraiment l'avenir en fait du traitement des espaces libres, hein, mais pas que sur des vastes étendues comme ici, hein, même à l'échelle micro. On est en train de faire des tentatives sur un projet d'espace public en centre-ville, voilà, de laisser en fait la nature se développer par elle-même. Voilà, vous avez la prairie et vous avez vu la photo d'avant
où on avait voilà, toute ce foisonnement végétal. Quand on a quitté le site, après notre intervention donc de façonnage, voilà à quoi ressemblait le terrain. Et c'est la nature qui a fait le reste. Entre parenthèses, donc là, vous avez encore des pistes de chantier qui faisaient le tour de ce bâtiment-là et qui évidemment ont été démontées pour laisser la prairie filer presque sous le bâtiment. Donc, une fois qu'on a fabriqué ce cadre à la fois de sol, de modelage de sol et de constituants de nature, évidemment, tout ça, c'est fait pour y habiter. D'ailleurs, entre parenthèses, ces travaux-là, même si effectivement la forêt se développe par elle-même, il y a quand même eu des travaux, enfin vous avez vu, hein, de terrassement assez significatifs, tout ça c'est un coût. Et en fait, tous ces coûts sont absorbés par l'aménageur et rentrent dans ce qu'on appelle un équilibre de bilan de ZAC. Et c'est le fait de construire aussi qui permet d'équilibrer et de s'en sortir entre ces aménagements extensifs et ensuite les aménagements plus classiques d'espaces publics, de voiries, etc. Alors, je vais vous montrer un peu comment ensuite, effectivement, quand on arrive au contact du bâti, on continue encore d'entremêler le végétal avec le bâti. On est complètement dans cette logique de tissage. Alors, quelques mots sur les constituants du quartier, donc hormis l'anneau et l'île dont je vous ai beaucoup parlé. Voilà, je vous ai dit en termes de programme qu'il y avait des équipements publics. Hein, donc, la crèche, en fait, a été implantée ici à l'articulation et voilà, au contact de la forêt préexistante. C'est aussi voilà, une assez belle façon de rentrer dans le quartier en arrivant depuis le boulevard urbain. Le groupe scolaire donc, qui d'ailleurs a été livré et les premiers élèves sont rentrés en classe début novembre. C'est implanté ici un peu en synergie avec le pôle culturel du Point d'Eau, autour d'un espace fédérateur qui est la place festive, à la fois lieu de spectacle, lieu du marché hebdomadaire, de jeux pour les enfants, de stationnement occasionnel, spectacle Point d'Eau. Voilà, on a ici un espèce de pool d'équipements publics. Je vais vous parler de commerce. Un Biocop va venir s'installer donc à l'entrée du quartier, donc à cet endroit-là. Quartier entre parenthèses, pour ceux qui ne connaissent pas, desservi par 2 stations de tram. Une station de tram qui est située ici, qui est la station Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville étant ici. Et une autre station, Bory, qui est située à cet endroit-là. Donc ça, c'est quand même une très grande qualité, enfin une chance, on va dire, pour le quartier, c'est d'avoir ces 2 stations de tram qui le desservent. Voilà. Les équipements publics se continuent après dans un registre plutôt de jardin, puisqu'on va avoir ici pas loin d'une centaine de jardins familiaux, jardins potagers urbains collectifs aussi. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un potager urbain collectif, c'est un grand jardin familial dans lequel, en fait, on cultive, on va dire, à 10 familles. Voilà, donc c'est des petits lopins de terre au lieu, voilà, parce que là aussi, il va falloir, l'espace se raréfiant et la population augmentant, va falloir un peu tout resserrer, y compris son potager. Et on a également un secteur dédié à du maraîchage. Donc la ville d'Oswald a lancé une consultation pour désigner un exploitant de ce secteur-là, qui intégrera également un jardin partagé pour les habitants de l'île. Sachant qu'au sujet de jardin partagé, on en a un très beau qui a été installé et sur l'initiative, et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve fabuleux. Ça montre bien que la mayonnaise prend, et c'est ça qui est intéressant quand on fait un quartier, c'est de se rendre compte que voilà, les gens ont compris, les gens investissent les lieux, et tout ça fait qu'après aussi les espaces sont respectés et on n'a pas un détournement de fonction. Mais tout ça nécessite un accompagnement, j'en parlerai juste 2 mots à la fin. Voilà, on a bien évidemment l'étang, mais l'étang qui reste dans une logique très naturelle, pas de baignade,
avec un jardin d'eau qui va être justement conçu avec les habitants du quartier l'année prochaine. Voilà pour les principaux constituants autres que bâtis dédiés au logement, avec bien sûr la grande prairie naturelle et la voie verte, donc qui permet d'aller voilà, irriguer cette partie-là d'Oswald, voire aller vers Strasbourg, qui se connecte donc à une piste cyclable qui longe le tram, et surtout, alors le fil rouge du quartier, bon là il est orange sur le plan, c'est le quai. Le quai qui est un grand promenoir qui a une emprise assez conséquente de 8 mètres de large. Alors, ce n'est pas 8 mètres de minéral, hein, c'est 8 mètres, y compris les arbres, les plantations, les enrochements qui permettent justement de fabriquer cette déclivité avec la prairie. Et quai qui, jusqu'à présent, allait terminer en fait les rives du Bory, et qui actuellement en train d'irriguer également ce quartier du Viral qui a fait l'objet d'un gros programme de résidentialisation dans le cadre d'un programme de réhabilitation énergétique mené par NRD2 pour le bailleur social d'habitation moderne. Voilà une vue d'une terrasse d'un des logements où habitent d'ailleurs Vincent et Florence, voilà, où on voit, on retrouve un peu ces mouvements, hein, le quai, la crèche qui est située ici, qui est un bâtiment à rez-de-chaussée, l'île qui commence à émerger. Bon, là, elle était encore moins construite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le silo à voiture à l'arrière, voilà une des aires de jeu, et puis voilà le jardin d'eau qui se développera à cet endroit. La forme urbaine, la voici en termes de volumétrie notamment. Donc on est sur un bâti qui se veut assez diversifié en termes d'épanelage, hein, avec des points hauts à R+8, donc on en a 3, 4 dans le secteur. Ensuite, on descend à R+5 sur ces secteurs-là, pour arriver à du bâti à R+1, plus comble, R+2, R+3 sur la partie de l'île. Voilà, donc une diversité d'épanelage. Et donc, bien sûr, ce principe à chaque fois, de trouver une façon d'occuper les lieux pour profiter au maximum de la nature environnante. Donc avec, par exemple, quand on est sur cette organisation de l'anneau, on a une succession de peignes, mais les peignes ne sont pas parallèles, sont volontairement, ouvrent chaque fois des faisceaux pour ouvrir les vues vers le paysage, vers le lointain. On a de la chance aussi que les vues vers le sud donnent aussi sur des lisières de boisement. Donc finalement, les vues sont juste magnifiques à 360 degrés. D'où aussi, et donc tout ça c'est en réaction, hein, c'est une espèce d'effet en chaîne et qui presque coule de source, hein, j'oserais dire, c'est juste surtout plein de bon sens. C'est de dire, bon, bah, habitant un lieu pareil, évidemment, l'intérêt, c'est d'habiter les toits, hein, donc ce principe qui se développe assez beaucoup actuellement, d'habiter les toits, mais qu'on avait déjà imaginé il y a un paquet d'années, et qui permet d'avoir une vie en hauteur pour profiter de cette vue vers la prairie généreuse. Donc ce quai, oui, juste une petite parenthèse, c'est cet espace donc, qui fait 8 mètres, avec un dénivelé donc, qui permet ici d'avoir... Donc là, on est sur des terres où on avait un TN qui est à peu près ici, avec un petit coup de remblai issu des déblais donc, de la prairie qui est située ici. Donc un soutènement en moellon de récupération. On va essayer de travailler sur des filières de réemploi
pour soutenir les terres. Voilà, et à partir de là, on a les lots privés qui démarrent. Voilà ce que ça donne dans la réalité. Donc là, on est en train on rejoint la crèche et le groupe scolaire. Donc c'est plutôt sympathique quand on va le matin amener ses enfants à l'école. De passer ici le long de la forêt, voilà, de façon bien sûr très sécurisée pour les enfants, et puis voilà, avec de l'éclairage en hiver. Et ça, c'est la fin du quai qui rejoint l'îlot E, qui est le premier îlot qui a été construit. Donc voilà ce principe en fait qui a été développé, hein, de failles végétales en pleine terre, de cœurs d'îlots plantés aussi, mais qui sont sur dalles parce que bon, comme on a souhaité une disparition maximaliste du paysage de la voiture, il va sans dire que forcément quand on a un certain nombre de logements ici, que la voiture forcément occupe tout le sous-sol. Mais un sous-sol qui est construit aussi en fonction des codes de niveau des plus hautes eaux de nappe, évidemment. Voilà l'un des projets de cet anneau, ce qu'on appelle l'anneau, l'îlot des deux, voilà, qui a été réalisé. Alors le permis de construire a été déposé par les architectes COS donc à Paris. Oui, juste pour les architectes qui sont présents. Donc on a ici Maison Édouard François qui réalise cette opération-là. Bon, sous une autre forme, hein, donc voilà, mais j'ai pas décliné tous les projets ici ce soir parce que sinon on avait une conférence qui aurait duré très très longtemps. Voilà, on a donc avec le promoteur Vinci, Habitation Moderne réalise avec la Como ce bâtiment-là. ICAD réalise ce binôme avec les architectes COS et Nexity réalise cet îlot assez important avec le commerce en rez-de-chaussée, avec Seiler et Lucan. Voilà. Donc on voit bien hein, cette volonté d'habiter les toits avec cette architecture crénelée, ces espaces à vivre, ouverts effectivement sur le paysage proche et lointain. Alors évidemment, l'île, on va dire, c'est un peu la cerise sur le gâteau du projet. D'ailleurs, pour l'instant, quand les gens viennent visiter ce site, c'est vrai qu'ils sont très intrigués déjà par cette architecture sur pilotis, par cette situation un peu au milieu de nulle part. Et c'est vrai que là, avec une architecture qui a été très très bien développée donc, par les architectes JAP, donc avec Raphaël Laure-Pérodin qui est à la tête de l'agence. Et donc on a une diversité de typologies de bâtis où les maisons en bande voilà, se mélangent aux intermédiaires, aux petits collectifs, fabriquent en fait des espèces de courées qui sont donc dédiées à la vie en commun, quand on rentre chez soi, quand les enfants jouent entre eux, etc., quand on discute avec ses voisins. On est sur une base ici environ d'une soixantaine de logements, avec aussi des architectes qui ont traité la partie sociale qui est située ici, et qui, pour ceux qui iront un jour sur le site, vous verrez, on ne voit absolument pas le distinguo entre les différents architectes, ni entre les types d'occupants, et tout ça montre voilà, qu'on peut tout à fait associer les choses pour que ça fasse un ensemble cohérent, et ça marche très bien. Et donc en fait, on a à chaque fois ces agences qui s'occupent des têtes à cet endroit-là, donc de chacune des plaques, JAP de la suite. Donc les architectes parisiens donc, ont également traité ce bâtiment, ainsi, et ça c'est une chose importante, le silo, pour ensuite laisser des WPA, des architectes strasbourgeois également, traiter ce bâtiment donc de logements participatifs avec Habitat de Lille. Et donc bien sûr tout ce parc de logements a été développé par Bouygues. Donc en termes de fonctionnement, les voitures donc, arrivent par le boulevard urbain, rentrent par ici pour pénétrer donc, dans le silo,
qui comporte environ 350 places de stationnement sur 3 niveaux, un rez-de-chaussée un peu enterré et deux autres niveaux, et auxquels se rajoutent 45 places de stationnement visiteurs, donc gérées par un système de réservation en ligne, etc. Et donc, l'île est fermée à la circulation par une borne qui est située à cet endroit-là et n'est ouverte le matin que pour les livraisons et pour les véhicules autorisés, en l'occurrence les personnes handicapées. Voilà ce que donne le visuel de l'intérieur de ces plaques. Donc c'est un peu un monde en soi qui est vraiment très très bien développé. Donc on est ici, donc dans la partie centrale, dans l'axe de la plaque, on a une colonne vertébrale en remblai où circulent tous les réseaux. On les voit hein, d'ailleurs, hein, il y a tous les tampons, là, tous les regards. Donc là, on est en remblai. Et ensuite, sur ces parties-là, on est en fait sur pilotis. Hein, donc voilà, là, les gens habitent avec du vide sur leurs pieds. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces courées, sont de belles mises en scène aussi de la vue vers le lointain. Et là, on retrouve donc toujours ce rapport avec le grand paysage, donc la prairie, l'étang, le futur jardin d'eau qui sera situé ici. Donc les gens sont toujours en fait en interaction avec ce paysage proche et lointain. Bon, les modes actifs, j'en ai déjà parlé, donc c'est juste une carto qui les localise pour ceux qui voudraient y voir, chercher des précisions. Voilà, donc on voit surtout sur cette carte que la voiture, c'était vraiment un des principes aussi, c'est de minimiser et de se dire, on a poussé le curseur le plus loin possible jusqu'au moment où il n'était plus possible de ne pas imaginer pouvoir y arriver en voiture. On a dit, bon, ok, allez, là, on ouvre une voirie. Donc, en fait, on a un système de bouclage ici par l'allée de la Roselière qui fonctionne en double sens sur cette première partie et ensuite en sens unique le long du quai parce qu'il fallait un système de voirie excessivement apaisé et pour fonctionner donc en double sens ici pour les habitants donc, de cette opération-là. Donc, on a une boucle à cet endroit-là, l'accès à l'île dont je vous ai parlé et ça s'arrête là. Tout le reste, les îlots sont desservis par l'allée, ou alors, effectivement, on rentre chez soi après avoir garé sa voiture dans le silo, à pied, sur sa plaque, entre guillemets plaque, hein, c'est pas très joli, mais voilà, c'était le terme qu'on avait initié au début de la conception. Et en fait, donc, Bouygues a fourni en fait à chaque famille un caddie qui permet donc de ramener ses courses chez soi. Et il y a également des diables à partager quand on on est allé acheter une commode aux puces pour pouvoir la ramener chez soi. Donc, minimisation des voiries, donc effectivement aussi du coup une économie en termes d'investissement, mais aussi une économie en termes de gestion, parce que les voiries, il faut les entretenir. Donc là, on est très, très efficient. Et du coup, du stationnement public, de fait aussi, un visiteur qui est limité. De ce fait, il a fallu effectivement en injecter dans le silo. Mais en effet, et on est en train de trouver des solutions de travail avec les habitants, c'est clair que le faible nombre de places de stationnement visiteurs entraîne effectivement une occupation un petit peu, on va dire, non souhaitée de l'espace public. Mais c'est un débat très complexe, je ne l'aborderai pas ce soir. Donc, chose essentielle, je disais avant, pour que la mayonnaise prenne, c'est vraiment l'accompagnement avec les habitants. Donc, c'est quelque chose qu'on réalise de façon assez, c'est assez soutenu. L'aménageur, en fait, a donné, en fait, une mission à Métamine, qui est un facilitateur, c'est sa dénomination, on va dire. Donc, en l'occurrence, il s'agit de Philippe Schoen, qui a développé tout ce lien avec les habitants et qui crée cette
cet effet d'aller-retour entre les habitants, la ville d'Oswald, l'Eurométropole, l'aménageur et le concepteur. Et c'est une chose fondamentale, ce qu'on appelle la participation citoyenne, et puis voilà, tous ces principes-là qui sont excessivement importants pour que les choses... Donc le projet s'affine, donc en fait on opère des adaptations, des ajustements, voilà, comme ce jardin en permaculture, hein, donc qu'on n'avait absolument pas initié, et que les habitants, un beau matin, sont venus nous voir, nous ont dit, écoutez, on a vu un terrain, il ne sert pas à grand-chose, est-ce qu'on pourrait, voilà, et puis l'aménageur a dit, mais bien sûr, et l'Eurométropole a trouvé l'idée très intéressante. Donc voilà, donc un jardin permaculture au bord de l'eau, plutôt sympathique. Voilà, quelques chiffres programmatiques. Et j'en ai terminé pour la présentation. Il y a quelques photos, comme vous n'étiez pas sur le terrain, j'en ai rajouté quelques-unes des derniers espaces publics qui ont été livrés. Vous avez ici le groupe scolaire, qui est un très beau bâtiment. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant aussi de mettre ce visuel. Voilà, la place du marché, les espaces de transition vers le groupe scolaire, de jeux pour les enfants, donc là aussi des choses très nature, le marché qui a pris place, des choses un peu plus, voilà, un peu plus fun pour les enfants aussi. Et je rappelle ici donc les différents acteurs, hein, voilà, on est vraiment sur un travail d'équipe et de longue haleine et de gens passionnés. Et je vous remercie après cet exposé où effectivement la chose essentielle et fondamentale qui est à mener, à mon sens, c'est effectivement avant tout de se reconnecter à la nature. Voilà, Katharina, j'ai terminé. Merci beaucoup, Catherine. Depuis octobre, je sais ce que c'est la végétation autonome. J'adore ce concept, vraiment intéressant. Tu n'as que des compliments sur le chat d'ailleurs pour justement pour nous faire découvrir cette expérimentation. Et en fait, il n'y a même pas énormément de questions. Il y a une toute petite pour cette participation. Il n'y a personne qui vous ait posé des problèmes à cause des moustiques qui pourraient se développer dans ce quartier. Ouais, c'est un grand classique, effectivement. D'ailleurs, c'est une vraie préoccupation des gens qui vont habiter là, hein, avant d'acheter un logement ou de louer un logement. Les gens, effectivement, ont toujours demandé aux promoteurs, qui ensuite s'est tourné vers nous, vers l'aménageur et vers nous pour savoir, mais quid des moustiques? Et en fait, comme on n'est pas sur des eaux stagnantes, on est toujours en contact. On l'a vu, hein, on a un sol sablonneux gravionneux, hein, donc l'eau, elle bouge, hein, elle fluctue et elle descend très vite en fait. Si bien que le moustique, voilà, il se développe pas tant que ça. Et puis on a un écosystème qui fait que voilà, il n'y a pas une prolifération. Alors peut-être qu'il y a des habitants s'il y en a qui sont là, qui vont dire non, c'est pas vrai. Mais bon, il semblerait que ça soit pas... En tout cas, tu n'as pas de retour massif de ce problème-là. D'accord, c'est pas une problématique particulière plus qu'ailleurs, on va dire, voilà. Ça marche. Sinon, moi, j'ai une question. Les plantes invasives dont tu as parlé, en fait, à quoi on pourrait s'attendre? Actuellement, on a beaucoup de problèmes avec, par exemple, la renouée qui aime bien les milieux bord de Bordeaux, talus et compagnie. Donc là, on est toujours très précautionneux quand il y a... Alors, elle arrive en fait par des terres qui ont été ponctionnées ailleurs, effectivement, où il y a certains rhizomes qui existent dans ces terres, et que ces terres ensuite voilà, on les épand à un endroit. Donc on a un contrôle très strict de la terre végétale qui arriverait d'ailleurs, qui viendrait sur ce site, notamment pour les jardins des opérations privées.
de logement. Et c'est ça qu'il faut vraiment, par rapport à quoi il faut être très très vigilant, quoi. Parce qu'après, c'est vrai que ça. Alors, comme dirait Théo Trottmann, faut pas s'en faire. Voilà, c'est un cycle et le cycle. Mais bon, on voit quand même qu'on a de vraies perturbations d'équilibre naturel à l'arrivée, par exemple, de cette renouée. Donc, c'est pour ça qu'on a ce suivi scientifique. Je pense que c'est une excellente chose et c'est indispensable même, hein. Et ça nous préserve de ce genre de mauvaises surprises. Et du coup, effectivement, il y avait déjà ces plantes-là? Non, 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 Ok, non, non. d'accord. Quand il y a des chantiers, est-ce qu'il y a des précautions particulières pour le sol, pour la pollution des sols lors du chantier? Ben, on demande toujours à ce que les chantiers, dans les cahiers des charges, en fait, qui sont dévolus et rédigés par enfin, qu'on donne aux promoteurs et qui ensuite nous rédigent un peu leur mode opérationnel ou mode opératoire, d'avoir toujours des chantiers verts, hein. Donc, voilà, où toutes les précautions sont prises, effectivement, par rapport à ça. On a les parcours des engins qu'on trace, hein, qu'on définit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de zigzaguer dans la prairie, hein. Donc on installe des pistes de chantier, il y a des surveillances qui sont faites, hein. Il faut que les véhicules passent par ces pistes de chantier et pas par ailleurs. En effet, effectivement, il faut être très précautionneux et c'est pas voilà parce qu'il y a un terrain vaste qu'on peut s'en donner à cœur joie. Je fais un dézoom pour la motivation de la ville. Comment s'écrit ce projet dans la démarche Écocité? En fait, déjà, ce quartier a fait l'objet d'une labellisation écoquartier il y a quelques années. Il y a 5 6 ans aussi, ce quartier a eu le Grand Prix de construire Grand Prix national, de construire en zone inondable. Voilà. Donc effectivement, quand on a un peu tous les objectifs que j'ai déclinés et qui sont voilà l'essence même du quartier et qui ont fait que ce quartier a été labellisé assez facilement, hein, il faut le reconnaître. Effectivement, dans la démarche écoquartier, on y rentre complètement et on continue de travailler avec l'Eurométropole, notamment dans les cahiers des charges pour la consultation des promoteurs et ensuite la mise en œuvre par les architectes, de manière à ce que effectivement on a en effet des cahiers des charges qui sont assez poussés par rapport à l'orientation des logements, l'utilisation de matériaux biosourcés. Voilà, on va dire que tous les curseurs sont, sont assez hauts de façon générale et un peu dans tous les domaines. Et ce qui est très bien, il y a beaucoup de construction bois aussi, hein. Je n'ai pas dit, mais l'île, par exemple, est en ossature bois. Il y a des bâtiments qui vont se faire sur l'anneau, qui sont aussi en mixte bois-béton. Voilà, donc beaucoup d'utilisation du bois aussi. Voilà, et tout ça grâce effectivement à l'accompagnement de la démarche Écocité qui chaque fois effectivement nous oriente, nous guide. Voilà, et c'est très bien. Finalement, on travaille tous un peu dans la même lignée et chacun se nourrit et c'est vraiment une démarche qui se passe en synergie de façon très, très constructive.